OK, ben, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin dans, je dois le dire, c'est le premier podcast qu'on fait d'une série de podcasts que nous lançons sur, évidemment, des sujets tech, enjeux technologiques. Donc, merci de vous joindre à nous. Mon nom est Nisrine, je suis directrice de compte chez Dazen. Puis aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui, je pense, intrigue plusieurs personnes, à savoir, est-il vraiment possible de créer une application d'entreprise en seulement 12 jours? Donc, c'est d'ailleurs le titre de notre podcast d'aujourd'hui. Ça semble ambitieux. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Hamel, qui est président de Dazen. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour Nisrine, super bien toi? Super, merci. Sylvain, c'est un entrepreneur passionné de technologie avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement logiciel, mais aussi l'accompagnement des organisations dans leur transformation numérique. Puis Dasm, on va en parler un petit peu plus en détail avec Sylvain, mais c'est une plateforme de développement low-code qui fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, notamment parce qu'on promet vitesse, agilité et impact concret dans la façon de créer des applications d'affaires. Puis on va pouvoir regarder tous ces éléments-là avec Sylvain aujourd'hui. Donc, pour résumer dans cet échange, nous allons discuter de 3 points. D'abord, on veut démystifier le low-code. On veut voir concrètement ce que ça veut dire du low-code. On veut comprendre pourquoi est-ce que cette approche devient stratégique pour les entreprises en 2025. Puis surtout, ben, tout à l'heure, on parlait de concret, on veut vraiment vous partager des exemples de réels, de résultats à travers des clients, à travers des projets qu'on a mis en place. Donc, je vous invite à prendre un petit moment pour vous installer, peut-être avec un bon café. Moi, j'ai le mien ici dans les mains, un thé, puis on va entrer dans le vif du sujet. Donc, Sylvain, avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous apprendre à mieux connaître Dasm? Qu'est-ce que c'est Dasm? Comment est-ce que ça a été lancé? Si tu peux nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Ben oui, avec plaisir. Donc, dans le fond, Dasm, c'est une entreprise québécoise. Et puis, on a nos racines dans Octopus ITSM. Octopus Oui. ITSM, c'est un éditeur logiciel qui fait une solution IT Service Management. Et puis, Pierre Lamoureux et moi, Pierre Lamoureux qui est président d'Octopus et qui est cofondateur des deux sociétés, ça fait 15 ans que Pierre et moi, on travaille ensemble à livrer des OK. solutions à nos Oui. clients. On a livré plus que 800 solutions au fil du temps. Et puis, on a toujours eu la même vision, Pierre et moi, sur il y a une façon de simplifier la façon dont on fait du logiciel d'entreprise. Le logiciel Mhm. d'entreprise, il y a beaucoup d'éléments répétitifs dans la nature d'un logiciel d'entreprise en termes de les bases de données, les mêmes choix technologiques. Et ça fait des années qu'on dit il y a une façon de simplifier et accélérer ça de manière à ce qu'on puisse livrer plus vite, puis que le coût de maintenance de ces applications-là soit meilleur, que ce soit plus facile de faire ça. Et puis, dans le fond, dans Zoom, c'est la concrétisation de cette vision-là. Donc, ça fait des années, comme je vous dis, qu'on travaille sur cette idée-là. Et puis, on est arrivé avec un produit prêt, on a parti la compagnie Dasm. Et là, maintenant, Dasm, c'est une compagnie qui offre cette plateforme low-code-là à ses clients pour amener cette vision-là sous la forme d'un produit. OK. Merci, merci Sylvain. Je pense que c'est toujours intéressant de, tu sais, de comprendre l'histoire des entreprises, justement, de comment est-ce que ça a vu le jour, ça a vu le jour finalement. Moi, je peux dire de mon côté que je suis très, très contente de pouvoir faire partie de cette équipe. Je l'annonce ouvertement aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une belle, belle entreprise québécoise qui a été mise en place. Euh, Sylvain, je parlais tout à l'heure de low-code, puis on va aller dans ce sens-là. Hem, Effectivement, on entend de plus en plus parler de low-code dans les entreprises et moi, pour ma part, j'ai été, 12-13 ans, on va dire 12 pour me rajeunir un petit peu, dans tout ce qui est RH et ICRH. Puis même dans les dernières années, on commençait à parler de no-code, low-code, tu sais, dans l'approche, dans les solutions. Donc c'est vraiment un sujet qui est, abordé peu importe les industries, peu importe les lignes d'affaires. Pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu aussi stratégique selon toi, Sylvain, en 2025? Hmm, Il y a beaucoup de raisons. De l'une, des besoins de transformation numérique qui ont juste augmenté. Il y a quelques décennies, on se concentrait sur les systèmes principaux, puis le reste, on s'arrangeait avec ce Oui. qu'on avait. Aujourd'hui, on veut de l'efficacité dans tout. Des environnements de travail super déconnectés. La communication est super importante au travail, la donnée. Donc, quand il y a des processus de travail, on doit les organiser. Il y a beaucoup de demandes de reporting, de reddition qui tournent autour de ça. Ça veut dire que dans le fond, la demande
à avoir des solutions informatiques qui vont au-delà d'un fichier Excel. Elle a grandement augmenté. Puis il y a toutes sortes d'autres pressions. La conformité, les exigences en conformité ne sont pas les Oui, mêmes oui, qu'il y a oui. 20 ans. Fait que dans le fond, il y a des choses qu'on avait le droit de gérer dans Excel, qu'on n'a plus le droit de gérer dans Oui. Excel. Ça prend La des applications qui législation font. qui change, oui. Exactement. Ça demande des bonnes gestions des accès et autres. Et puis, il y a juste le fait. Ah, donc, c'est ça. Fait que face à ces deux pressions-là, comment on livre les solutions que ça prend à une vitesse qui fait du sens? Bien, l'utilisation d'une technologie de style low-code vient répondre à cette question-là. OK. Puis, Sylvain, quand on parle low-code, puis je me dois de le nommer parce que, justement, tu sais, on a différentes discussions avec des clients, des prospects. Euh, des fois, il y a une idée préconçue, puis peut-être que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont cette idée-là, c'est que le low-code est limité à des petites applications. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Oui, ben, en fait, je comprends d'où ça vient, parce que dans le fond, déjà, il faut un peu démystifier no-code et low-code et qui est l'audience de la plateforme en question. Fait que Oui. dans le monde du no-code, on va souvent cibler la personne directement à la ligne d'affaires qui va se créer un petit logiciel pour répondre à un petit problème qui est là, elle-même organiser son travail, aller à l'équivalent de pousser un peu plus la version de mon Excel, puis je me fais une petite application pour gérer quelque chose. On l'a vu souvent dans le no-code, des petites initiatives spontanées qui vivent, qui apparaissent en ligne d'affaires. Euh, alors que le low-code, c'est beaucoup plus que ça. Ça amène le développement d'applications calibre entreprise, donc avec une réflexion qui vient de software engineering et d'architecture d'entreprise et d'architecture logicielle. On dit, j'utilise les concepts de low-code, mais pour faire du calibre entreprise. Puis quand on l'applique à ça, bien, dans le fond, on peut l'appliquer à l'échelle. Donc, on peut faire une petite application, mais Oui. on peut faire une très grande application aussi qui va être construite de multiples modules, puis qui va avoir plusieurs personnes qui vont travailler dessus. Donc, effectivement, ça vient peut-être du fait que il y a eu ce mouvement-là, il y a eu beaucoup de visibilité dans le no-code en ligne Ouais. d'affaires et non pas dans le low-code pour le développement plus robuste. OK. Puis Sylvain, le low-code, c'est pas né d'hier, right? Comme ça existe quand même depuis plusieurs années, tu dirais? Oui, ça fait longtemps, parce que dans le fond, dans le fond, tous ceux qui se penchent sur cette question-là cherchent à faire en sorte qu'on écrit de moins en moins de code. Et puis, dans le fond, au fil du temps, on a toujours remonté le niveau d'abstraction. On parle de nombreuses années. Ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de code pour faire pas beaucoup de résultats. Et plus Ouais. ça va, plus les langages de programmation sont devenus performants. Et puis, finalement, on se rend compte que là, on amène des expériences avec du drag and drop pour composer nos écrans, puis du drag and drop pour faire des engins de règles d'affaires. Au final, on se rend compte que si la plateforme qu'on utilise est conçue avec une approche qui se veut être sans code d'abord, et ensuite qui ouvre les portes au code quand on en a besoin, parce qu'on ne veut pas se frapper aux limites, donc on arrive dans le meilleur des deux mondes. C'est que dans le fond, on construit l'essentiel de notre application en mode graphique, si on veut, et puis on Ouais. vient compenser ce qui manque, puis étendre la plateforme avec le code là où c'est nécessaire. Donc, c'est la notion, en fait, codeless first, c'est ça qu'on C'est la entend notion codeless Oui. first, exactement. OK. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus récent en termes de réflexion dans le monde du low-code qui s'adresse aux équipes professionnelles de développement. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont pris pour acquis que comme ce sont des programmeurs qui s'en servent, l'activité principale, c'est programmer et on prend des expériences sans code un peu autour, alors qu'on peut inverser ça. C'est une expérience qui est principalement par composition visuelle. Et à toutes les fois qu'on se sent un Oui. peu limité par là, c'est là qu'on sort l'outil du code et qu'on s'en sert. Ouais. Mais dans le fond, ça veut dire Interesting. qu'on se doit mettre en valeur la plus grande partie de l'ingénierie logicielle, qui est réfléchir au problème, réfléchir à la solution et penser à sa conception. Puis la réalisation elle-même, mais en grande partie, on la fait super rapidement avec du drag and drop et des interfaces qui sont super optimisées. Et puis finalement, on vient rajouter du code là où on a besoin. OK. Très clair. Puis Sylvain, ben là, on parle de locaux, de différentes approches. Là, on regarde en 2025. Euh, Si je veux faire le lien entre, puis que je zoome sur Daznum particulièrement, donc le positionnement que Daznum a par rapport aux locaux sur le marché versus, si je peux me permettre d'utiliser un terme comme la nouvelle génération low-code,
j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est quoi le positionnement de Dasm sur le marché. Moi, de mon côté, puis il y a un élément que je vois très clairement, que ce soit dans la façon de mettre en place les solutions, dans l'approche qu'on a, dans les outils eux-mêmes, ça serait l'agilité. Puis, je le soulignerais vraiment en jaune parce que c'est un élément qui revient souvent, puis très concrètement au sein de l'organisation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, puis peut-être justement les autres grandes lignes différenciatrices de d'Asem sur le marché? Oui. Ben, on en a parlé un petit peu déjà en parlant de Codeless First, qui est déjà un Ouais. premier changement de pensée par rapport à ça. Et puis, l'autre élément par rapport à l'agilité, c'est pour être agile, il faut être capable d'avoir quelque chose qui est répétable, qui est confortable et qui est sécurisant. Et ça, ça va commencer avec, nous, dans le fond, chez Dasm, on offre une plateforme qui est 100% hébergée. Donc, dont l'architecture est prête à l'emploi. Elle est déjà connectable, par exemple, avec des API, si on veut intégrer les applications de Dasm avec des systèmes externes, ce genre de choses-là. Elle est déjà sécuritaire, dans ce sens que les données sont hébergées de la bonne façon. On est une compagnie qui traite les données de la bonne manière, avec les bonnes façons de faire, ce qui enlève tous ces risques-là de l'équipe projet. Et là, on peut commencer à focaliser sur le besoin métier, qu'est-ce qu'on essaie de construire comme Oui. application. Ouais. Et comme on a une plateforme qui est prête à l'emploi, ben, cette agilité-là, elle nous vient dans une capacité d'itérer hyper rapidement et réduire la quantité de documentation qu'on doit faire upfront et focuser sur faire fonctionner un logiciel et l'adapter aux besoins au fur et à mesure que les jours ou les semaines se passent dans un projet. D'accord, d'accord. Là, je parle au nom des gens qui nous écoutent en ce moment. Je pense qu'on aimerait tous avoir justement des exemples concrets de solutions, d'outils, de projets qui ont été mis en place justement. Et je pense que ça va venir illustrer ces éléments-là justement d'agilité et autres qu'on a mentionnés. Est-ce que Sylvain, tu pourrais nous partager un exemple ou quelques exemples d'une solution qui a été déployée par Dasm? Ben, celle qui me vient en tête spontanément, c'est Blink. Blink, dans le fond, c'est notre CRM. Et puis, la situation, c'est que dans le fond, on utilisait un CRM commercial et puis il y avait un renouvellement de licence qui s'en venait avec une facture substantielle. Et puis, on était dans une situation où on n'était pas arrivé à avoir exactement ce qu'on avait besoin avec ça. Le logiciel commercial, il y avait plus de fonctionnalités que nécessaire. On finissait par avoir toutes sortes de fonctionnalités qu'on n'utilisait pas, mais qui finalement n'étaient pas tout à fait alignées sur ce que nous, on voulait faire. Et là vient l'opportunité de dire, ouais, mais si on avait notre propre CRM, parce qu'un CRM, si on le regarde pour notre taille d'entreprise à nous, ben, c'est pas si complexe que ça. Un certain nombre de concepts, assez de base. Et puis, finalement, ben, c'est le premier exemple disons, c'est un bon exemple de comment on peut créer une application rapidement. On a créé notre propre CRM. Et puis, on a fait ça en quelques jours. C'est-à-dire, là, par exemple, de l'idée de on se fait notre CRM, le lendemain, on a une version prototype qui marche, on en parle avec l'équipe des ventes. Ah oui, c'est bon, ça serait cool. Ah oui, mais il faudrait qu'on traite tel et tel concept. Tu sais, par exemple, nous, mais dans le fond, c'est notre CRM. Nous, on est un éditeur logiciel qui fait du SaaS. Donc, c'est sûr que quand on regarde nos opportunités, il y a un volet abonnement, il y a un volet service professionnel. Oui. Toutes ces particularités-là. Puis là, ben, c'est au travers un feedback avec l'équipe des ventes que, dans le fond, on a fait développer cet outil-là et qui a évolué très rapidement d'un prototype au jour 1 à une solution qu'on utilisait en production au jour 5 ou 10. Là. Donc, c'est ça. Donc, ça a pris quelques jours, comme tu dis, c'est un 5-6 jours, tu dirais, pour mettre en place une solution Oui, comme comme je celle-ci? dis, si on regarde là, rapidement, prototype 1 jour, 3 jours de raffinement. Après ça, on se met en production. Donc, au 5e jour, on est en production. Là, l'équipe des ventes, on exporte les données du CRM précédent sous la forme Excel. Dans ces 5 jours-là, on a eu le temps de créer une fonctionnalité d'importation de données. Fait que là, on importe les fichiers Excel dans le nouveau CRM. Ouais. Et puis, à partir de là, on est en production. Et là, sur une base régulière, on se rencontre au meeting des ventes. Ah ouais, ce serait bien que dans le CRM, on puisse faire telle chose. Ah ben parfait, on va le faire. Et puis souvent, ben, tu l'as vu, là, ces changements-là, c'est le lendemain qui arrive. Là. Oui. Ben justement, c'est ça ce que j'allais dire. C'est que moi, je peux en témoigner. D'ailleurs, tout à l'heure, je mentionnais, ça faisait 12-13 ans que j'étais dans l'industrie des CRH avant. Mais moi, dans toutes les entreprises où j'avais travaillé avant, on avait le même CRM. C'est un des plus connus, si c'est pas c'est la référence qu'on a en tête lorsqu'on parle de CRM.
Puis quand je suis justement arrivée chez Dasm en utilisant Blink, ben, en fait, au-delà des fonctionnalités, parce qu'effectivement, tu sais, c'est assez complet en termes de gestion de relations clients, en termes d'outils pour faire le suivi, planifier des rencontres, etc. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant, puis je pense que c'est important de le souligner, parce que tout à l'heure, justement, on parlait d'agilité, puis on garde en tête la vitesse, parce que c'est un peu le sujet, le titre de notre podcast d'aujourd'hui. C'est cette rapidité dont tu parlais, Sylvain. C'est de pouvoir avoir des ajustements. Donc, c'est un outil, en fait, qui a été mis en place non seulement rapidement pour répondre à des besoins initiaux, on va les appeler comme ça, mais Mhm. c'est la façon que la plateforme évolue rapidement aussi avec les besoins qui changent. C'est-à-dire que moi, je trouve ça impressionnant que de partager, par exemple, récemment, c'était la notion des tâches. Tu sais, on voulait ajouter, non, des notes. On voulait ajouter des notes, mais on a partagé le request, on va dire, on a partagé cette fonctionnalité qu'on aimerait voir dans la plateforme. Ben, ça a duré quoi? C'était en fin de journée, je pense, que ça disait, vous pouvez télécharger, rafraîchir pour avoir la nouvelle version de la solution. Donc, moi, je trouve ça incroyable, puis très important à souligner parce que ça nous permet en tant que, ben, moi, je prends mon exemple, ma ligne d'affaires, c'est dans l'équipe des ventes, de continuer à être productif tout en ayant ces ajouts justement qui optimisent notre façon de travailler. Puis au-delà de ça, je mentionnerais aussi l'expérience utilisateur qui, c'est aussi très important aussi à mentionner parce que tout à l'heure, on parlait de petites. Des fois, les gens vont penser que c'est fait pour des petites applications. Donc, au risque, des fois, peut-être même de perdre cette expérience utilisateur. Mais non, elle est là. La qualité de l'interface utilisateur de Blink est exceptionnelle. Puis je reviens à mon exemple. Moi, pour quelqu'un qui utilisait d'autres CRM avant, ben, c'était le même, en tout cas ce CRM-là avant, je peux dire que c'est tout aussi pareil, si ce n'est pas même mieux dans certains cas, parce que c'est très personnalisable. On a cette petite touche qu'on peut Mhm. personnaliser. Donc oui, effectivement, ça rejoint les éléments que tu mentionnais. Puis Sylvain, on a aussi une solution qui s'appelle Fitly, qu'on a mis en Mhm. place également, qui, je ne sais pas si tu peux en parler aussi, je Ouais. trouve que ça va dans le même sens. Ouais. Je vais rebondir sur le point des interfaces utilisateurs là, dont tu parles. C'est un point important, là. Nous, là, on aime les belles applications. Ah Fait oui. qu'on a fait une plateforme qui crée des Oui. belles applications. Nos applications, elles n'ont pas l'air banales, elles n'ont pas l'air plates. Donc, elles ne sont pas juste centrées sur saisir une donnée, elles sont là sur la mettre à l'écran d'une manière qui est engageante, puis qui est belle, puis qui donne le goût de cliquer, puis qui donne le goût de naviguer, puis d'explorer. Mhm. C'est comme ça qu'on aime le logiciel. On aime ça que les applications d'affaires soient aussi belles que nos applications qu'on a sur nos téléphones. Les Ben applications oui. qu'on a sur nos téléphones, on les trouve belles, nos Spotify et nos Facebook. À la limite, on les aime, ces applications-là, sont bien conçues. Les applications Mhm. d'entreprise, là, ils ont le droit d'être belles elles aussi. Ça prend juste la bonne technologie pour le faire. Fait que dans le Tout fond, c'est à pour ça que fait. ton Blink, tu le trouves aussi beau que le CRM commercial qu'on utilisait avant. Parce Oui, que dans le oui. fond, ça nous tient à cœur de faire ça. Et la plateforme rend ça disponible par un contrôle super fin sur les interfaces. Fait que je trouve ça important un peu d'attacher ça Tout aux à fait. fonctionnalités de la plateforme. Oui. Oui. Fait que je reviens sur Fitly. Ouais, Fitly, ça, là, c'est un cas intéressant qui amène une autre dimension encore. Là, on va commencer à parler un peu d'IA. Parce que dans le fond, Fitly, c'est une solution dans laquelle notre équipe de vente vient déposer des appels d'offres qui sont publiés sur différentes plateformes et qui utilisent l'IA pour automatiser leur traitement en fonction d'un profil très détaillé, très détaillé et précis d'avance. Par exemple, on a préparé des instructions qui servent à un IA pour l'aider l'IA à comprendre c'est quoi une opportunité qui correspond bien à ce que nous, on peut faire. Et puis, Oui. dans le fond, quand on drop des documents, quand on drag and drop des documents-là, il y a une analyse qui se fait automatiquement. Et puis, en plus, on a un chatbot intégré où on peut jaser avec l'IA des documents de cet appel d'offres-là, bien contextualisés à l'offre de Dasm. Construire cette solution-là, c'est une solution qu'on a construite en 3 jours. Peut-être même un peu moins que ça. Parce que dans le fond, c'est super simple. Il n'y a pas de code dans cette application-là. C'est une application où on a tout simplement créé un système où on peut glisser des appels d'offres. Chaque appel d'offres est représenté par un projet dans Fitly où on drag and drop 1, 5, 10 documents et puis aussitôt l'analyse par l'IA se fait. Et ensuite, on a accès à un chatbot, une fenêtre de chat où on peut chatter avec
Fitly à propos de cet appel d'offres-là pour poser des questions. Par exemple, quelles sont les dates principales de l'échéancier? Est-ce qu'on parle de contraintes spécifiques liées à on veut que nos données soient hébergées au Canada, par exemple, et puis on est capable de Oui. questionner l'appel d'offres finalement au Mhm. travers d'un bot. Tout à fait. Puis ça fait gagner énormément de temps à l'analyse, justement, ce que je trouve aussi génial comme outil, toujours dans ce sens, justement, tu sais, en tout cas, moi, je le vois de mon côté, d'améliorer, tu sais, la productivité puis d'être plus rapide. Parce que, tu sais, on va pas se le cacher, des appels d'offres, il y a des délais, il y a des deadlines à respecter, tout ça. Donc, ça rentre en ligne de compte pour justement euh, aider à ce niveau. Sylvain, Ouais. ça me mène à une autre question, vu que tu parles d'IA. Où se positionne ou comment se positionne l'IA par rapport à, j'ai envie de dire, low-code en général, Mhm. puis encore peut-être même DASM, euh, autant d'un point de vue solution que d'un point de vue low-code lui-même. Oui, ouais. Ben, dans le fond, on a deux angles. L'IA au service du programmeur ou de celui qui utilise la plateforme. Donc, en tant que personne qui crée une solution, je veux aller plus vite, je veux des outils d'IA dans mon outil de création pour pouvoir créer plus vite. Et Ouais. sur l'autre côté, c'est je veux offrir des applications qui offrent des fonctionnalités d'affaires d'IA. Par exemple, celle qu'il y a dans Fitly qu'on vient de décrire, c'est pas l'IA qui a fait que je l'ai créé plus vite. C'est j'ai créé des fonctionnalités d'IA que je livre à ma clientèle, finalement, qui est l'équipe de vente ici. Dans Ouais, le fond, on tout a à fait. vraiment les deux, puis Dasm joue un rôle sur les deux plans. Hein, dans le fond, on va on va accélérer le processus de création grâce à des agents qui vont venir m'aider à réaliser mes tâches plus rapidement, puis mettre en œuvre mon application plus vite. Et je vais aussi avoir accès à un paquet d'outils qui me permet d'intégrer des fonctionnalités d'IA dans mon application sans avoir à comprendre tous les principes qui vont en arrière de ça. Nous, on a fait en sorte qu'on peut littéralement glisser, drag and dropper un chatbot qui connaît l'IA. On le configure, on Mhm. le connecte à nos données, et à partir de là, il fonctionne. Ça se fait en 15 minutes. Configurer un chatbot qui est connecté à l'IA. De la même manière qu'on est capable de faire des processus d'affaires automatisés qui vont utiliser l'IA, par exemple, lorsqu'une transaction serait reçue, avoir un engin d'IA qui l'analyse puis qui la route vers la bonne direction. Ce serait un bon exemple aussi d'un cas. Et ça ne nécessite pas de code. Puis ça fait en sorte que ça amène encore, là, on revient encore agilité, rapidité d'exécution. Oui. Si moi, je ne suis pas un Ouais. programmeur qui est un expert en IA, comment je fais pour Mhm. amener des solutions d'affaires en IA avec la bonne gouvernance puis les bonnes tu sais, avoir les bons, les bons garde-fous tout autour de ce que je m'apprête à faire là pour rester à la bonne place puis livrer une solution qui marche, puis qui marche bien, puis qui reste sécuritaire et où je n'ai pas eu nécessairement à investir beaucoup de temps à apprendre toutes les technologies d'IA, parce que nous, on a amené ça dans une expérience de style drag and drop. OK. Puis Sylvain, là, on parle de, justement, tu sais, puis je suis très contente qu'on parle de Blink et de Fitly parce que, justement, en tout cas, moi, de mon expérience, je peux en témoigner. Donc, on voit clairement que Dasm, avec le développement applicatif qui est mis en place, est au service des lignes d'affaires. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quelle façon est-ce que ça peut aider des équipes TI? C'est l'approche low-code, l'approche de Dasm. Bien, là, c'est ça. Là, on va revenir à, dans le fond, Dasm, c'est une plateforme qui sert aux équipes TI, aux équipes de dev, à Mhm. j'aurais voulu à dire à changer de vitesse. Hein. Je passe de la vitesse développement traditionnel qui fonctionne. Il y a pas de. Le modèle de développement traditionnel, il a ses forces. L'une de ses faiblesses, c'est qu'il il est assez compliqué. Il prend du temps. Et puis, dans le fond, là, ça nous permet de dire, bon, ben, on prend toutes nos skills et toutes nos façons de réfléchir à du logiciel, puis plutôt que de voir la réalisation comme écrire des lignes de code, on pense en mode la réalisation, c'est faire de la conception principalement graphique. Mais, ouais, voilà. Donc, et puis, dans le fond, ça donne aussi une recette pour le faire un peu plus à l'échelle. Right? Je Ouais. choisis une plateforme et je sais que j'ai un carnet de commandes. J'ai des dizaines d'applications que je devrais faire. J'en ai qui sont nouvelles, des processus qui étaient mal supportés, qu'on était encore dans Excel, qu'on va vouloir fournir une nouvelle application. Il y en a qui sont désuètes. J'ai une application Microsoft Access qui a été écrite au début des années 2000. Elle ne répond plus aux besoins, elle n'est plus assez performante, elle ne correspond pas à notre vision cloud ou est juste désuète sur le plan fonctionnel parce que la business a changé. Mais faire une migration de ces solutions-là, quand on le pense à dire, est-ce qu'on se part un projet en .NET ou pour faire ça?
C'est mettre en branle tout un projet avec une approche traditionnelle pour migrer une application comme ça. C'est vraiment difficile. C'est dur d'avoir un ROI à l'échelle. Alors que quand on a une plateforme qui permet de livrer des applications à cette vitesse-là, Ben oui, ben ouais. là, tout à coup, on vient de trouver une réponse à ce problème-là. D'accord, OK. Très clair. Puis Sylvain, là, bon, on dit le low-code, c'est pas né d'hier, ça fait longtemps que ça existe. Là, on voit une évolution. Euh, Si on faisait l'exercice de, mettons, de regarder vers l'avenir, tu sais, puis qu'on se dit, est-ce que tu dirais qu'on est en train d'assister à une nouvelle façon de développer des applications? Si on regarde, mettons, à travers le temps, euh, jusqu'où, selon toi, ça pourrait aller? Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de cette évolution-là qu'on est en train de, tu sais, de vivre, en fait, en termes de développement, de développement applicatif sur le marché? Ouais, ben, c'est sûr que c'est impossible d'aborder cette question-là sans parler d'IA. Oui, oui. Nécessairement, tout le monde a vu comment l'IA est capable de programmer. L'IA programme et génère des lignes de code. Ces lignes de code-là, on doit les lire, les comprendre, les maintenir. Ou on peut Mhm. demander à une IA de les lire, les maintenir, les comprendre et les maintenir. Mais à la fin, ce qu'on a produit là, c'est des quantités parfois phénoménales de lignes de code. Si on prend l'approche no-code et l'approche l'IA génère du no-code. Et là, on arrive à un super bon D'accord. point entre les deux. Parce que ça veut dire que si l'IA a été utilisée pour produire des configurations de style no-code, comme celle qu'on fait dans DASM, Mhm. euh, ça veut dire que quand il est temps de les lire, les comprendre et les maintenir, elle vit dans un monde visuel. Parce que dans le fond, si l'IA a buildé pour moi un workflow et que ce workflow-là est exprimé dans un langage visuel où je vois une ligne, des boîtes et des flèches qui se pointent l'une vers l'autre, quand je viens temps de maintenir ce qui a été créé par l'IA, il a été créé dans un langage qui est visuel encore et non pas dans des centaines et des milliers de lignes de code. Alors, je pense que ça rend cette expérience-là peut-être plus pérenne dans le temps. On verra comment les IA seront capables eux-mêmes de bien maintenir leur Aussi, propre grande oui, quantité de code. Pour oui. l'instant, il y a beaucoup de monde qui voit générer des quantités industrielles de code par de l'IA. C'est un risque. Ça va vite, mais il y a un risque associé à ça. Puis quand on le met conjoint avec un modèle où on génère plutôt des structures low-code qui vont être compatibles avec le reste de la manipulation qu'on fait quand on a une approche codeless first, Mhm. ça marie peut-être le meilleur des deux mondes. Très bien. C'est venu en même temps avec Ben oui. ma gorgée. Euh, ben écoute, Sylvain, si pour finir, moi j'ai une question. Bon, là on a des gens qui nous écoutent justement aujourd'hui. Pour quelqu'un qui ne sait pas comment aborder le low-code ou qui est intéressé à, à nous contacter, qu'est-ce que tu recommanderais, mettons, comme premier pas qu'on pourrait faire dans cette optique-là? Parce que, tu sais, comme on se dit, le low-code, no-code reste quand même des sujets qui reviennent souvent, mais j'ai l'impression, puis dans les discussions que j'ai avec certains clients, certains prospects, on ne sait comme pas par où commencer. Ouais. Tu sais, ça reste comme, par moments, c'est flou, tu sais, les gens ne sont pas trop à l'aise. Qu'est-ce que tu recommanderais, mettons, à quelqu'un? Par où commencer, mettons, on va dire ça Ouais. comme ça. Ben, je vois deux chemins. Si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a ceux qui disent, moi, je veux la vitesse du low-code, mais je n'ai pas les ressources pour le faire. Et puis, moi aussi, genre, je veux mon Blink ou je veux mon Fitly. Oui. Ben, vous pouvez venir nous voir directement. Chez Dasm, on livre des solutions. On ne fait pas juste offrir la plateforme. On livre Mhm. on a une équipe de livraison qui peut le faire. Fait que déjà c'est un bon point de venir jaser avec nous pour déterminer est-ce que votre idée ou votre projet peut correspondre avec ce qu'on fait, avec ce que la plateforme peut faire. Puis l'autre angle, c'est l'équipe de développement. Est-ce que votre équipe de développement, elle est consciente qu'on a ce type d'outil-là aujourd'hui? Est-ce qu'elle est ouverte à ça? Et si oui, là, je dirais, essayez la plateforme. Mettez-la dans les mains de vos développeurs. Puis voyez le wow que ça va produire quand ils vont voir s'ils sont capables de produire en une journée. Puis ça peut tout changer. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça pourrait être vraiment c'est ça, la meilleure façon de le faire. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un outil, justement, on est là pour outiller ces équipes-là, ces équipes de développement. Donc, Ouais. effectivement, ça pourrait être une des meilleures façons concrètes de voir le tout.
Sylvain, un gros merci. En fait, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment te remercier. Je pense que tu nous as en fait plongé dans l'univers du low-code de DASM. C'est super, super intéressant. On a réussi en fait à, de un, démystifier le low-code. Je pense qu'on comprend concrètement ce que ça veut dire. Euh, on a une meilleure compréhension de pourquoi justement cette approche devient stratégique pour les entreprises en 2025, on en a parlé. Puis je pense qu'on a partagé des exemples réels, des exemples concrets, notamment avec Blink et Fitly. Dasm est également aussi présent dans d'autres industries avec d'autres clients, puis ça va nous faire plaisir aussi d'en discuter avec vous. Euh, donc, pour répondre à la question initiale, j'ai envie de dire oui. Je pense qu'on est tous d'accord que oui, effectivement, on est capable de créer une application en 12 jours, puis on a même vu que même ça peut prendre moins de temps pour certaines applications. Euh, je vous demanderai aussi à ce stade-ci de rester à l'affût car il va y avoir d'autres sujets tout aussi passionnants qui vont arriver bientôt. Encore une fois, merci Sylvain. Ça fait Puis plaisir. merci à vous de vous être joints à nous aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée. Merci. Salut.